Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC aujourd'hui. Marianne Soubré, avocate, David Dickens, directeur marketing du CIR Phoenix, et nous sommes avec Zora Bitan, cadre de la fonction publique. Et c'est l'heure maintenant du grand oral, c'est la dernière partie des GG en direct jusqu'à midi bien sûr. RMC, le grand oral des grandes gueules. Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci d'être avec nous, d'autant qu'il y a un dossier là qui commence à provoquer bon nombre de remous politiques, de polémiques. C'est ce projet de loi qui institue un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Ce projet de loi, il arrive à l'Assemblée nationale, peut-être va-t-il se transformer en loi, et bon nombre de députés d'opposition commencent à s'inquiéter sur une possible restriction de liberté de déplacement, ou tout du moins, elle serait conditionnée à la vaccination. Alors, est-ce que c'est écrit noir sur blanc dans le texte de loi, Alexis Corbière, monsieur le député? Oui. Je parle avec réserve parce que je suis comme vous, et une de mes assistantes vient de m'envoyer un extrait du texte qui manifestement a été déposé hier au bureau de l'Assemblée nationale à l'initiative du Premier ministre. On peut lire dans ce texte, je suis en train de vous le lire, avec un projet de loi, comme vous dites, dont le titre est « Instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires ». Jusque-là, tout va bien. Et il y aura un 6e alinéa qui dit « Le Premier ministre peut, le cas échéant, dans le cadre des mesures prévues par les alinéas 1 et 5, subordonner les déplacements des personnes, tout leur accès aux moyens de transport de certains lieux ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation de résultats d'un test de dépistage, établissement que la personne n'est pas affectée, y compris à l'administration d'un vaccin. » Alors, il y a un petit problème là-dessus parce que le vaccin n'est pas obligatoire. Les possibilités de vaccination de l'ensemble de la population, quand même, pour l'instant, sont à assez longue échéance. Donc moi je prends le texte avec, on va voir la totalité, je ne veux pas dire de bêtises, j'espère que je ne suis pas abusé par ailleurs une manipulation, c'est ce qui circule, etc. Enfin il y a un sujet, c'est un peu bizarre que ça arrive comme ça, on est le 21 décembre, pour l'instant ça n'a pas été discuté, il ne me semble pas que le Premier ministre, lorsqu'il s'est adressé à nous, les députés à l'Assemblée nationale, a évoqué ça. Subordonner, ça veut dire conditionner les déplacements à un vaccin, c'est quand même un petit sujet si je puis dire. On sait très bien que le vaccin n'est pas obligatoire, le président de la République s'est engagé à ce que le vaccin ne soit pas obligatoire. Personnellement, moi, je suis pas contre les politiques de vaccination, mais je suis pas pour que ce soit obligatoire. Je suis pour convaincre, je suis pour d'ailleurs qu'on voit plus clair sur ces vaccins, etc. Enfin, si on conditionne nos déplacements à un vaccin, quand même quelque chose qui est assez des conditions assez lourdes. C'est pas nécessairement corrélé, je t'en prie. C'est ce que met le texte. Oui, et vous avez raison, en fait, on n'en sait rien et j'espère qu'on aura des explications parce que je comprends vos inquiétudes. Maintenant, tout dépend de ce qu'on dit. Si, en fait, c'est pour l'entrée en France, parce que c'est ce qu'on a reproché beaucoup à la France, si vous voulez, d'être un peu une passoire et de laisser rentrer les gens sans mettre en place de quarantaine, etc. Si on dit pour rentrer en France, vous devrez être vacciné, ça peut s'entendre. Non, mais je sais pas, en fait... Sur les déplacements à l'étranger, voilà, je le sais par la famille, aller à l'étranger, il faut passer des tests, rentrer sur le territoire, il faut passer des tests, tout ça me semble être assez stabilisé. Voilà, et même pour aller en Corse, il faut des tests aussi. Je veux dire, là, je ne crois pas, mais vous avez raison de me corriger, je ne crois pas qu'on parle de ça à ce stade. On n'en sait rien en fait, mais je suis d'accord avec vous, c'est très... Moi ce que je regrette, et c'est la méthode habituelle de ce gouvernement, c'est que vraiment on découvre des trucs, vous êtes quand même député, vous êtes député, je trouve ça absolument inadmissible. Qu'en tant que député, vous n'ayez pas été informé, voilà. Je vais vous dire franchement, voilà, c'est le sujet, parce qu'à la fois, quand on est militant politique, quelle que soit son sensibilité, on est très fier de devenir député, c'est le plus beau des mandats. Moi j'aime l'histoire, on se dit à l'Assemblée nationale, c'est là que ça se décide. Et puis franchement, je peux vous dire, depuis 2017 que je suis député, on est au courant de rien. On est dans un système aujourd'hui hyper vertical. J'allume la télévision pour savoir ce que le président de la République a déclaré. Les députés sont les mêmes, et même ceux de la majorité. Je m'amuse à voir aujourd'hui, il y a dans l'Express, le président de la République a fait une interview, alors elle est longue, je ne vais pas tout la détailler, mais il dit aujourd'hui on est à l'heure de l'horizontalité, etc. Mais pardon, mais le macronisme, c'est la verticalité totale. Même les ministres ne sont pas tenus au courant. On a même vu que des fois certains racontaient des choses qui sont assez abusives. Et quand il s'agit quand même de restreindre nos libertés publiques, on peut le décider collectivement, mais quand même, c'est pas rien comme sujet, on pourra en discuter. Moi, ça me gêne que ce soit comme ça, en allumant la télévision, que je découvre telle chose, comme tous les citoyens, que ce soit là, un peu, on est à la veille des vacances, on pourrait se dire, tiens... Après, c'est le rôle du Parlement. Le Parlement va accepter ou pas, amender ou pas, supprimer ou pas. Oui, ça j'entends bien, mais on a bien compris aussi que depuis le début, il y a une certaine, il y a un caporalisme qui fait que souvent, il y a assez peu de débats au Parlement. Quand le président de la République a parlé, vous savez,
sa majorité est souvent d'accord avec lui, avec assez peu de débats. Non, mais le Monsieur procédé n'est Castex, pas quand il est bousculé, Premier Alexis. ministre, celui qui dirige le pays, je peux vous assurer, pour en avoir discuté avec beaucoup de collègues En Marche, qu'il ne connaissait pas Jean Castex avant qu'il soit nommé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le chef dit, voilà, c'est lui, tout le monde accepte. Mais vous avez raison, on va en débattre. Mais admettez quand même que sur quelque chose d'aussi important, c'est la seule chose que je veux dire, moi je suis prêt à discuter de tout. On est face à un virus dangereux, on apprend qu'en plus c'est en train de muter. Enfin, je veux dire, soignons. Moi je suis pas du tout, je supporte pas ce discours complotiste, machin. Il y a un vrai sujet. Beaucoup de gens sont en train de perdre la vie. Il faut des politiques de santé publique. Mais par contre, après, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi voir les erreurs qui ont été faites. Là-dessus, je trouve qu'on en parle assez peu. Il y a eu un rapport sénatorial qui a été fait il y a pas longtemps. Quand même, quand on le lit, c'est glaçant, quoi. Les erreurs qui ont été faites. Monsieur Salomon, qui passe régulièrement à la télé, mais enfin, si c'est vrai ce que dit le rapport sénatorial, qu'il a fait le choix de ne pas renouveler les masques. Ouais. Honnêtement, il y avait 700 millions de masques. Rapport qui dit, voilà. Non, mais c'est des erreurs énormes. Mais Alexis Corbière, simplement, c'est des erreurs qui nous coûtent cher aujourd'hui. Pour reparler quand même de cette histoire de circulation avec le vaccin, et David Dickens et Marianne Soubré vous l'ont rappelé, aujourd'hui, pour aller à l'école, la vie en collectivité, il faut un carnet de vaccination, il faut être vacciné. On est face à un défi sanitaire mondial. Mais ce que je veux dire, c'est qui ont fait leurs preuves et pour protéger une partie de la population. Et pour se protéger, est-ce que ce serait si anormal que ça et reprendre progressivement le cours de nos vies? C'est un autre sujet. On est des gens qui soient vaccinés en disant, puisque vous êtes vaccinés, c'est un autre sujet. On peut avancer progressivement. Attends, moi, je suis, je fais confiance à la science et je suis favorable au vaccin. Je le dis, ça peut-être fait révéler certains amis qui doutent. Moi, je dis, c'est bien que la science nous ait permis d'avoir des vaccins. Vous évoquez, il y a des maladies qu'on a éradiquées en France. Et moi, j'ai des enfants, on vaccine les gamins et il faut le faire, d'accord ? Sauf que là, ce dont on parle, c'est des vaccins stabilisés, on connaît les effets, etc. Là, on est dans un autre rapport au vaccin, à tel point que même le président de la République dit à ce stade, pour l'instant, c'est pas encore obligatoire. Et je dirais le jour où on aura un vaccin totalement stabilisé, où il y aura une décision d'ailleurs de politique publique de vaccination de tous les gamins, ce sera autre chose. Mais là, on ne parle pas de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on peut pas. Moi, ce qui me gêne à ce stade, là encore, peut-être qu'on va changer de sujet parce que franchement, je veux pas dire de bêtises. Et si vous voulez, on peut en reparler dans une semaine. Il faut quand même que le texte, je le lise, qu'on l'analyse. Mais si on dit le vaccin n'est pas obligatoire, et qu'en même temps on met en place un texte qui dit voilà, les dépassements peuvent être subordonnés. De toute façon, ça tiendrait pas devant la Constitution. Voilà, moi je m'interroge. Devant le Conseil constitutionnel. Vous avez raison, Marianne, de me corriger. Peut-être que j'ai pas tout lu, que je suis en train de dire des sottises. Et on va l'analyser. En réalité, j'en sais pas plus que vous. Non, mais voilà. Mais la chose ça paraît réagir à un sujet, mais les Français, on peut pas les prendre. Je veux dire, voilà, on peut pas leur dire. Mais j'ai entendu le message, pas d'obligation, mais tout à l'heure, on avait une discussion sur est-ce qu'il faudra accorder le consentement. Ça va être le problème du consentement auprès des familles, des gens qui n'ont pas toutes leurs capacités cognitives, les personnels soignants dans les EHPAD qui devra aussi, parce que là c'est la première phase, se vacciner pour se protéger aussi les personnes à risque. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le doute aujourd'hui, il est aussi comment dirais-je, amplifié par le fait qu'il y a de quoi douter, vu que des gens nous ont dit il ne faut pas porter le masque, il faut porter le masque. Il y a eu des décisions. Non, mais si, ça n'aide pas. Déjà qu'il y a une ambiance complotiste dans le pays. Si le vaccin avait été obligatoire, si une annonce avait été faite disant que ce vaccin est obligatoire, est-ce que ça aurait changé votre suspicion sur ce texte-là aujourd'hui ? Puisque vous prenez comme argument le fait que ce vaccin n'ait pas été annoncé comme un vaccin obligatoire. Et vous dites qu'effectivement, on a le sentiment qu'on nous dise d'un côté qu'il n'est pas obligatoire et que finalement, notre circulation sera restreinte selon qu'on ait fait ce vaccin ou pas. David Dickens, est-ce que ça aurait changé véritablement ? J'étais en train de changer le sujet, c'est-à-dire que moi, je me suis exprimé sur cette histoire-là qu'on vient d'analyser. Je dis seulement que l'ambiance que vous connaissez comme moi, de beaucoup de gens qui doutent, qu'on appelle parfois complotistes, même si j'aime pas le mot, mais de doute. Le doute rationnel, je suis d'accord, mais le doute permanent, y compris face à la science, il y a un problème. Mais à bon droit, on peut douter parce qu'il y a eu des responsables politiques de premier plan, on en a vu dernièrement, des porte-parole du gouvernement, des ministres de la Santé, qui ont menti aux Français. Il y a un scandale Buzyn. Ce ne sera pas les derniers. Oui. Non, mais d'accord, mais bon sang, c'est la première fois qu'on est face à une telle épidémie. On a quand même une ministre de la Santé, Madame Buzyn, qui, connaissant le risque majeur, a dit « je vais faire des municipales à Paris ». On nous a menti sur les masques. Enfin, c'est des vrais sujets. Je vois que Raoult est poursuivi par l'ordre des médecins. Moi, j'en sais rien, je ne me mêlerai pas à la controverse scientifique. Mais Monsieur Salomon, il n'est pas poursuivi, lui. Après le rapport sénatorial, il y a un des deux qui ment. Soit les sénateurs nous mentent, soit le gouvernement nous ment. Non, mais c'est grave, parce que ça a coûté la vie à des gens. D'accord ? Donc, il y a de quoi douter à bon droit. Si
si je puis dire, sur beaucoup de choses. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le vaccin à l'heure actuelle, et je regrette par ailleurs qu'il n'y ait pas eu un vaccin français, l'Institut Pasteur, ça va prendre un petit peu plus de temps. On a peut-être fait aussi des erreurs en termes de politique publique pour aider les laboratoires français. J'ai lu dans la presse que le gouvernement russe avait demandé à une coopération avec la France, que l'on a refusé pour être leader sur le... Ensuite, il y a ces vaccins qui arrivent. Autre sujet que je vous dis au passage, ça coûte combien l'achat au niveau européen? Ni vous ni moi. Pour l'instant, il n'y a pas de transparence là-dessus. Quelle est la marge de bénéfices qui sont réalisés par ces laboratoires? Ce n'est pas un sujet secondaire parce que ces laboratoires, de manière générale, touchent des aides publiques, d'argent public. On aimerait que ces aides publiques, alors certes, ils ont le droit de faire des profits, il n'y a pas de problème, mais si c'est des surprofits en période de crise, ce serait scandaleux. Et là-dessus, ni vous, ni moi, comme citoyens, donc vous demandez la transparence totale au gouvernement sur les vaccins. C'est le minimum. Ouais. Est-ce qu'il y a des marges qui sont faites? Parce qu'il y a des gens qui subissent la crise, il y a des commerçants. J'ai interrogé David Dickens avant, ou Anel Cirque, sans doute que vous, ça va coûter cher au Cirque Phoenix, je vous prends en partie parce que... Mais donc il y a des gens qui ça va être une difficulté, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres qui soient les profiteurs de crise. Sauf que moi, l'intérêt, c'est de retrouver nos vies, c'est de retrouver nos vies, qu'on rouvre et que le pays fonctionne. Je dois rembourser effectivement 250 000 billets en France. Bien sûr. C'est énorme. Comme tous les commerçants, gens de culture. Sauf que, donc j'appartiens à cette culture dont on dit qu'elle est absolument sclérosée, qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas essentielle. Qu'elle est non essentielle. Sauf qu'en dépit de cela, je pense que toutes ces mesures sont nécessaires à ce qu'un jour je puisse ouvrir sans avoir... C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si on demande aux gens de culture de faire un effort, et qu'à côté de ça on vous dit les laboratoires, eux, font des surprofits, en plus, après avoir été aidé par des politiques... C'était le point de départ de la discussion. C'est que le point de départ de la discussion, c'est que comme on parlait de la suspicion généralisée, de plein de gens qui se posent des questions, parfois des bonnes, parfois des mauvaises, mais je dis que le minimum, c'est que par exemple, on sache qu'il y a une transparence au niveau des achats au niveau européen. Je crois qu'il y a une eurodéputée étrangère seulement qui a eu droit, dans une salle particulière, sans appareil photo, de regarder. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'il y a, y compris, des tarifications totalement différentes. Bon, il n'y a pas de clarté. Moi, je pense que les Français... Parce que c'est notre argent. Et les Français se sont interrogés pour le vaccin de la grippe saisonnière. Est-ce qu'ils se sont posés ces questions sur le vaccin de la grippe saisonnière? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions pour le vaccin de la grippe saisonnière? Est-ce que vous êtes en mesure là de me dire combien ça coûte, combien les labos font de bénéfices sur le vaccin de la grippe saisonnière? Cher David, vous avez raison de m'apostropher de la sorte. Mais chacun comprend, ceux qui nous écoutent, chacun comprenne qu'à l'heure actuelle, il y a un enjeu de millions de dollars, d'accord? C'était pareil pour le SRAS, Alexis? Oui, sans doute. Et il y a déjà eu des scandales d'ailleurs. Il y a déjà eu des scandales. Donc, je dis seulement, apprenons de ça. Et ce que l'on veut, ce qu'on a le droit de savoir, si Pfizer et des laboratoires étrangers font du profit, du business, s'enregistrent de manière indécente sur le dos d'un virus, ce serait scandaleux. Ils le font. Non mais attendez, mais moi je demande à voir quelle est la marge. Sauf que quand il y a eu subvention publique, c'est-à-dire nos impôts, là tu demandes des comptes. Non mais David, ne banalisez pas ça. C'est toujours le cas sur tous les vaccins. Parfois c'est scandaleux, moi j'ai pas de problème à ce qu'un laboratoire fasse du vive et paye ses salariés. Par contre qu'il soit devenu une machine à cash totalement et qu'on spécule, qu'on fasse du profit sur les maladies, là il y a un problème. Parce que je vais vous dire un truc de terrible. Moi qui ne suis pas scientifique, on aura d'autres épidémies. Il y aura d'autres virus qui arriveront. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut, nous? Qu'on ait une recherche publique dégagée un peu de la loi du profit pour faire en sorte qu'on ait des gens qui fassent de la recherche, pas seulement dans une logique. Parce que si c'est que le business, je vais vous dire, les maladies des pays riches, il y aura des vaccins. Les maladies qui ravagent des continents entiers pauvres, il n'y aura personne que ça intéressera. Si la recherche est uniquement basée sur le business et le profit, on risque d'avoir vis-à-vis de l'être humain un rapport totalement différent, ce qui est déjà le cas. Les labos et les vaccins ont permis aussi d'éradiquer des maladies dans les pays. Non mais dans les pays pauvres, y compris. Oui, il y a des maladies. Et même de prévenir cette crise dans les pays pauvres. Je ne vais pas faire la liste de tous les organismes auxquels ceux qui nous écoutent pourraient donner. Vous savez, il suffit d'1 euro parfois pour sauver la vie de centaines d'enfants dans certains pays, des maladies qu'on a éradiquées chez nous. Pourquoi elles ne sont pas éradiquées? Donc j'ai compris que vous n'avez qu'une confiance mesurée dans les prises de décision, en l'occurrence là, du gouvernement. Ce que vous demandez tout du moins, c'est de la transparence. De la transparence. Et après, je ne vais pas refaire le film, mais effectivement, la sortie du premier confinement aurait dû être mieux planifiée. Mais là, on nous en prévient à nouveau, là, peut-être à partir de janvier. J'ai peur. On nous avait rayonné quand on avait dit, c'était Mélenchon à l'Assemblée nationale qui avait dit attention, une deuxième vague risque d'arriver. On l'avait pris pour un gugus. Alors, vous le craignez, ce nouveau confinement de janvier? Moi, j'écoute les scientifiques et je pense qu'effectivement, les conditions sont réunies pour qu'il y ait à nouveau une remontée. Il faut continuer, tester, tracer, isoler. Ce qu'il faut, c'est étouffer le virus. Ceux qui sont, une fois que vous êtes détectés, il faut isoler les gens, leur donner les conditions d'isolement. Est-ce que c'est la bonne stratégie?
Oui, mais c'est la stratégie qu'il faut mettre en place. Donc là, vous la cautionnez, le confinement, oui, mais elle n'est pas vraiment mise Aujourd'hui, moi, je vis dans un département où il y a de la surpopulation dans des appartements. Celui qui est malade, c'est facile de dire, quand vous avez des appartements un peu grands, vous pouvez vous isoler dans une chambre, mais vous avez des familles auxquelles c'est très difficile. Comment on aide ça? Si on ne le fait pas, vous savez, après, c'est la caisse de résonance de toutes nos inégalités, ce Covid. C'est-à-dire qu'en Seine-Saint-Denis, les gens qui sont allés bosser, les gens qui sont en surpopulation ont été particulièrement touchés. Le taux de mortalité est particulièrement élevé. Je dis pas, bien sûr, après il y a une égalité de l'organisme humain, mais quand même, selon nos conditions sociales de vie, on n'a pas tous été les mêmes face à ça. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Au-delà de ce que nous disent les scientifiques, et je les salue, et je salue vraiment le corps médical. Moi, je vois l'hôpital André-Grégoire à Montreuil, c'est un travail formidable. Les gens se défoncent, et vraiment, il faut les admirer, mais aussi, il faut que politiquement, on crée les conditions que ça ne se reproduise pas, et on vient d'en parler. Question, Zora Habitant, Marianne Soubré. Zora. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que, de toute façon, quoi qu'il arrive, la question économique, il faut qu'elle émerge. Parce que la crise sanitaire, elle ne doit pas camoufler tout ce qui j'allais dire, les chiffres de l'économie. Et c'est vrai que moi, je suis très inquiète sur les conséquences, j'allais dire, la soustraction que va causer cette crise sanitaire, sa gestion, sa mauvaise gestion, combien ça coûte. Et au passage, on parlait des jeunes tout à l'heure, de la catastrophe que connaissent les jeunes aujourd'hui en termes de santé, en termes de scolarité et d'emploi. Et je trouve qu'on n'entend pas grand monde faire, en tout cas, l'addition de tout ça. Parce qu'on paye aujourd'hui, on paye, on aide, on fait le chômage partiel, etc. Cette stratégie du stop and go, voilà, elle coûte des milliards et on n'en voit pas l'efficacité quand même. Et sans compter qu'on met pas plus d'argent dans les hôpitaux, et ce qu'on va ramasser comme addition, est-ce que ça va pas être Alexis pire? Corbière. Non, mais moi, je souscris cette idée. Pendant la campagne présidentielle, nous, on avait un programme ambitieux d'investissement public. Dans le service public, on dit, vous n'êtes pas raisonnable, tout ça coûte fort cher, vous êtes fous, etc. Je veux dire, ça coûte cher de ne pas investir dans le service public. Vous savez, la stratégie de confinement, c'est assez rustique en vérité. C'est une stratégie qui dit notre capacité d'accueil dans l'hôpital public étant limitée, il faut qu'on confine parce que sinon, au bout d'un moment, on ne peut plus. Si on a eu des capacités d'accueil plus importantes, on a fermé des lits, on continue même à en fermer des lits de réanimation. Peut-être que la situation ne serait pas la même. Le choix qui a été fait, j'ai évoqué son nom par M. Salomon, de dire on ne va pas renouveler le stock des 700 millions de masques, on va en acheter seulement 50 millions, est un choix économique qui par ailleurs coûte cher. C'est ça que nous dit le rapport sénatorial. C'est que quand ils ont été rachetés les masques après coup, on a claqué quasiment 470 millions, un demi-milliard, alors que ça coûtait 27 millions, nous dit le rapport sénatorial. Donc des mauvais choix à un moment donné, des choix soi-disant de rentabilité, mais de rentabilité qui ne comprennent pas les problèmes, nous coûtent cher et on est en train de le vivre. Je dois avouer que ni vous ni moi, j'aurais imaginé que ce soit à tel point une leçon de choses. La question, c'est pas seulement se lamenter sur la situation, c'est aussi quelle leçon on en tire. Dans quel type de société on veut vivre. Oui, la santé publique, c'est important, le dépistage, c'est important, et après, et on voit bien, il y a des moments où il y a des politiques publiques où on ne peut pas laisser seulement, on l'a vu, les gens face à la loi de l'offre et de la demande, et c'est bien qu'il y ait des aides qui aient été apportées, parce que sinon, on est dans un monde qui ne tient plus. Voilà, et je crois que là-dessus, on l'a vécu. Alors, quelle conclusion en tire? C'est la discussion maintenant, 2020, 2022, à chacun d'en tirer les conclusions. Puisque vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, ouais. On en a parlé hier dans les GG, dans les grandes gueules, on va s'écarter du Covid. Ouais. Le ministre de l'Intérieur a appelé les Français à faire des signalements de points de deal, des points de trafic de drogue. Et quand on regarde la carte des 3952 points de drogue en France, il y a des départements qui clignotent en rouge, dont le vôtre. Bien sûr. La Seine-Saint-Denis. Alors, est-ce que vous-même, monsieur le député, vous savez où sont les points de deal dans votre département? Oui, vous savez où ils sont. Je les ai visités avec le préfet, avec le commissaire, tout le monde le connaît. Attendez, on visite les points de deal. Non, mais je veux dire, tout le monde sait où c'est. Heureusement d'ailleurs. Et heureusement, non, attendez. Heureusement, il faut les démanteler. Voilà. Non, mais le sujet est extrêmement grave. Ça pourrit la vie des gens. Et j'ai failli quasiment rire quand j'ai vu ça hier. C'est-à-dire que tous les policiers, à moins que M. Darmanin prenne les policiers pour des imbéciles, savent où sont les points de deal. D'accord ? Parce que tout le monde le sait. Moi, je ne vais pas dire le nom du quartier à nouveau, mais vous savez, à Bagnolet, sortie du métro Gallieni, c'est pas difficile à trouver. De toute manière, c'est quasiment. Il y a même eu des reportages qui montrent, c'est un petit supermarché, ça se passe
Alors, j'ai fait 5 courriers aux ministres, aux 2 ministres, au préfet. Le préfet, qui par ailleurs est autonome, j'ai beaucoup d'accord avec lui, mais efficace, est venu, on l'a encore visité il n'y a pas longtemps, avec le commissaire, tout ça c'est très clair. Voilà. Donc le problème n'est pas la connaissance, la question c'est quels sont les moyens, comment on s'y prend. Parce que le problème c'est pas seulement arrêter, pardon de l'expression triviale, le petit connard qui vend là, parce que lui, franchement, la police va lui saisir son matériel, il va revenir, il va se faire casser la gueule par ailleurs, parce que au-dessus c'est comment on démantèle des filières. Et les filières, elles remontent très haut à l'étranger. Donc il faut énormément de moyens, il faut de la volonté politique, il faut des moyens. Moi je suis dans un commissariat à Bagnolet qui est au Lilas, même pas dans ma ville, dans cette ville où il y a un des principaux endroits où il y a du trafic de drogue. C'est à côté. Avec un commissariat qui a un périmètre 2 fois plus important d'intervention que le commissariat à Neuilly. Le commissaire, on m'indiquait qu'on a perdu 30 postes de policiers. Ici, là, en Seine-Saint-Denis, là où Darmanin dit que c'est très grave. Donc moi, je demande des moyens. Et je demande aussi une vraie réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'on combat ? Moi, l'héroïne, la cocaïne, faut combattre ça. Maintenant, je vais mettre les pieds dans le plat. Le cannabis, je suis pour la légalisation du cannabis. Qu'on sorte tout ça de la clandestinité. Alors, c'est des politiques de santé publique, etc. Ça peut être dangereux pour les adolescents. Mais qu'on arrête cette hypocrisie où des millions de gens fument des joints, y compris la petite bourgeoisie dans les milieux sociaux, etc. Et qu'on embête la police sur une activité qui est nulle. D'accord ? Mais ça alors, je sais que mon collègue, par exemple, Éric Coquerel, y travaille. On va connaître ce débat sur public politique. Voilà. Mais après, faire croire, parce qu'attends, et je termine sur un truc, parce que quasiment après, c'est plus un gouvernement, c'est un call center, quoi. C'est chaque fois qu'il y a un problème, numéro, plateforme. Hein, c'est Nabila. Allô, quoi ? Alors, un coup, c'était les punaises de lit, c'était les discriminations. Franchement, Darmanin. Ça, la politique du chiffre qui veut rien dire. Moi, monsieur Darmanin, vous voulez agir premièrement, je vous invite, moi, si vous voulez, dans ma circonscription, s'il m'écoute, on va visiter le point de deal, tout le monde les connaît, c'est même monsieur le commissaire sans doute qui vous guidera. Deuxièmement, rétablissez les 30 postes de policiers dans mon commissariat. Deuxièmement, répondez au courrier que je vous fais. Moi, j'aimerais un commissariat de plein exercice chez moi, etc. Ce que je veux dire, c'est que amuser les Français là-dessus, franchement, c'est malsain. Et faire croire qu'il agit parce qu'il fait une interview en disant cette fois-ci, scrogneux, on va s'y prendre. Ah, mais c'est des sujets sérieux. Et j'observe qu'il y a une agitation politique comme sur beaucoup de sujets. Merci Alexis Corbière.